Antoine, et bonsoir à tous. Donc, comme vous disait Antoine, l'idée c'était de vous proposer un programme un peu différent à chaque fois, et je vois que vous êtes quand même très nombreux malgré la météo un peu incertaine qu'on va avoir ce soir. Donc c'est très bien. Et donc, comme pour ça, on vous propose un programme qui varie d'un mois sur l'autre, en vous donnant un petit peu quelque chose lié aux actualités de l'astronomie du mois dernier. Donc le programme qu'on vous a contacté avec Antoine ce soir, dans les sujets à traiter, je vais vous présenter tout d'abord des phénomènes atmosphériques dont vous avez certainement entendu parler. Vous avez vu certainement dans les nouveautés, on a eu quand même des choses intéressantes qui se sont produites ces dernières semaines. Donc on va repasser un petit peu là-dessus. Parce que l'astronomie, c'est tout ce qui est en dehors de la Terre, mais il y a aussi des choses qui se produisent dans le ciel, dans notre atmosphère, qui peuvent être aussi très intéressantes et jolies à observer. Après, on parlera d'un petit peu brièvement de Voyager 1. Donc, pour les plus anciens, ils connaissent très certainement cette sonde qui était partie il y a très très longtemps et qui continue de nous envoyer des informations. C'est assez intéressant. Un petit focus sur le satellite Europe de Jupiter vu par la sonde Juno. Une petite image mystère, vous verrez de quoi il s'agit. Et puis, le zoom, généralement, il y a un petit zoom sur un sujet particulier. Et hier, on a reçu des nouvelles observations par l'observatoire, la mission Euclide. Donc, il y a 5 nouvelles images et j'en profiterai pour les détailler un petit peu, rappeler un petit peu cette mission Euclide et puis et ces dernières observations qui ont été présentées. Alors, au niveau des phénomènes atmosphériques, vous avez très certainement entendu parler de ça, moi j'espère. Est-ce qu'il y en a parlé? Tiens, ça m'intéresse. Qui en a entendu parler de ça? Ah voilà, quand même, c'était quand même pas mal aux informations. Est-ce qu'il y en a qui les ont vues? Ah, c'est bien, très bien. Donc, il fallait être au bon endroit, un peu au bon moment, surtout au niveau temps. Mais il y a eu des aurores boréales visibles partout en France, hein, jusqu'au sud de la France et même dans plein d'autres pays. Hein, mais donc, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, le phénomène, on voit essentiellement des lueurs rouges et vertes qui évoluent, qui bougent dans le ciel comme ça, près de l'horizon. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Alors c'est pas aussi flagrant à l'œil, il faut vraiment avec la photographie on arrive à bien faire ressortir ces couleurs, mais c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Donc je voulais repartir un petit peu sur l'origine, le mécanisme de ces aurores et un petit peu de quoi il s'agit. Donc ici c'est à Lyon, hein, comme vous pouvez reconnaître. Donc il fallait pas forcément aller loin, il fallait certainement au bon endroit, au bon moment, regarder au bon endroit pour pouvoir les observer. Le mécanisme des aurores, c'est en fait des particules chargées que nous envoie le Soleil, nous envoie constamment des particules. Ces particules elles viennent notamment de ce qu'on appelle des éruptions solaires. Donc le Soleil a une certaine activité et il éjecte ces particules chargées dans l'espace. Et après, on a ce qu'on appelle le vent solaire qui envoie ces particules qui les éloigne du Soleil. Donc à une certaine vitesse, ça ne va pas à la vitesse de la lumière, hein, c'est plus lent. Donc ça met quelques heures, alors que la lumière met 8 minutes, mais en gros ça met de l'ordre de 6 heures, comme ça, à venir sur Terre. Et une fois sur Terre, en fait ces particules, elles sont chargées, donc elles ont une charge électrique, et du coup elles vont être déviées par ce qu'on appelle le champ magnétique, la magnétosphère de la Terre, qui a en fait une forme un petit peu qui est une enveloppe, et du coup elles vont remonter. Mais ce champ magnétique, il se trouve qu'il y a des trous dans le champ magnétique au niveau des pôles. Et du coup, les particules chargées, elles vont arriver comme ça au niveau des pôles à retomber sur Terre. Et c'est pour ça que normalement, on parle d'aurore boréale ou aurore australe quand on est dans les contrées les plus au nord ou les plus au sud de la planète. On est plus à même de voir à tout moment de l'année, quand le soleil est assez actif, on voit ces phénomènes. Donc, ces particules chargées qui rentrent dans l'atmosphère et qui interagissent avec l'atmosphère. L'atmosphère, elle est composée de la Terre, elle est composée d'oxygène et d'azote essentiellement. Et donc, suivant la quantité d'oxygène et les particules qui vont réagir, on va avoir des couleurs un peu plus rouges si c'est de l'azote, un peu plus vertes si c'est de l'oxygène, essentiellement. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu ce mélange de couleurs. Ça dépend de la composition de l'atmosphère et de l'énergie des particules qui sont reçues. On voit en fait ces particules tomber sur une forme un petit peu annulaire, comme ça, au niveau des pôles. Et cette forme, suivant l'activité, ça peut descendre
assez bas. Et rarement, mais ça arrive, en fait, ça peut descendre jusqu'à des latitudes où on tombe, ce qui tombe sur les latitudes comme la France. Donc l'activité solaire, en ce moment, on a un soleil relativement actif, et c'est pour ça qu'on a eu ce phénomène d'aurore qui s'est produit. Comment on mesure l'activité solaire? Un des meilleurs moyens qu'on a, c'est d'observer ce qu'on appelle les taches solaires. Les taches solaires, c'est, vous prenez une image du soleil, alors il faut avoir des filtres et des systèmes pour pouvoir, on regarde jamais le soleil directement à l'œil, hein, d'accord? Il faut avoir, avec un petit télescope, en projection, d'accord, ou en filtrage, il y a deux manières de le faire, soit on projette l'image et on regarde la réflexion de l'image, soit on filtre très fortement, il faut au moins filtrer 9999 sur 10 000 portions, donc il faut garder une partie sur 10 000 de la lumière du soleil. À ce moment-là, on voit une image comme ça, où vous avez des taches. Ces taches, en fait, c'est des signes d'activité magnétique du soleil. C'est des endroits où le champ magnétique du soleil est très intense. Et c'est là, dans ces endroits-là, que vont être créées ces fameuses particules chargées qui, après, vont être éjectées. Ici, c'est une image que j'ai prise sur un site, vous pouvez le trouver, qui s'appelle Space Weather. Ça donne, en fait, la météo de l'espace, du soleil, notamment. Et vous pouvez voir constamment quel est l'état du soleil en ce moment. Donc j'ai pris hier soir, hein, quand j'ai préparé la conférence, juste pour vous dire, voilà, en ce moment, on a quasiment tout le temps, je peux vous garantir, vous aurez des taches solaires. Et du coup, avec un petit télescope, une petite lunette, ici à l'observatoire, on pourrait vous montrer des taches solaires constamment. Mais si on se projette dans quelques années, dans 5-6 ans, en fait, il y aura des moments où le soleil sera complètement calme et il y aura zéro tache. Donc, un des très bons moyens pour voir l'activité solaire, c'est simplement de compter le nombre de taches, de regarder la taille des taches, et ça vous donne un petit peu un indice de ça. Juste pour vous donner une idée, voilà la taille que peuvent prendre ces taches solaires. Ça peut parfois prendre des tailles assez énormes. Et ici, c'est les années correspondantes ou les records de taille de taches solaires. Ce qui est intéressant de voir, c'est la taille du petit point bleu. D'après vous, c'est quoi le petit point bleu? C'est nous, c'est la Terre, voilà. C'est si on se mettait à la même taille que le diamètre du Soleil ici, on aurait cette taille-là. Donc les taches solaires dont on parle ici, elles sont beaucoup, beaucoup plus grandes, même celles qu'on voit en ce moment, d'accord, que la Terre elle-même. Donc c'est quand même des structures assez gigantesques qui se produisent à la surface du Soleil. Et après, si on fait le comptage, donc on a ce qu'on appelle le comptage, le nombre de taches solaires, le sunspot number en anglais, vous voyez en fait très rapidement que sur cette courbe, bah, des fois vous êtes à 0 et parfois vous êtes à 100, 200, 300. Donc ça peut compter, on compte aussi les petites taches comme ça, mais il y a une manière très précise de compter ça. Et vous voyez que si vous faites ce comptage-là, vous avez très clairement un cycle. Il y a un cycle solaire qu'on appelle le cycle solaire qui est une période de 11 ans. Donc, et en ce moment, en fait, on arrive à proximité du maximum de ce cycle numéro 25. On les numérote depuis le moment où on a commencé à vraiment recenser jour après jour les taches solaires. Il y a forcément un moment sur Terre ou un endroit sur Terre qui peut mesurer les taches solaires, même s'il fait moche à un endroit, il fera toujours beau à un autre endroit. On peut comme ça estimer et avoir des mesures assez précises. Le dernier cycle, en fait, on n'a pas eu un soleil extrêmement actif. Ce cycle-là, il semblerait, par rapport aux prédictions, qu'on soit un peu plus haut. Et donc, même si les aurores, il y a toujours une partie de probabilité, d'incertitude, on ne peut pas les prédire comme ça d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Par contre, on peut voir de temps en temps des phénomènes, des éjections de particules, des flambées, et on se dit, quelques heures plus tard, ça va arriver sur Terre et ça va produire des aurores. Pourquoi c'est important? Parce que bon, il y a une certaine influence sur Terre de ces particules. À un moment donné, il y a des gens, surtout sur les gens qui questionnaient l'influence humaine sur le climat, qui pouvaient penser que le cycle solaire avait une influence sur le climat. Ce qu'on considère, non, c'est pas vraiment le cas. Si on l'inclut dans les modèles et on peut vraiment montrer que l'influence du soleil n'a pas vraiment de lien avec ce qui se produit sur le réchauffement climatique. Hein. Si jamais vous aviez une question à ce sujet, c'est clairement non. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se produire. Et par exemple, juste pour vous donner ce pic-là, qui était vraiment le pic maximal, en 1989, il y a eu une tempête, on appelle ça des tempêtes géomagnétiques, d'accord, des tempêtes de particules qui arrivent sur Terre et qui interagissent avec l'atmosphère tellement fortes
qu'il y a eu une coupure d'électricité au Canada pour 6 millions de personnes. D'un seul coup, il y a eu tout a sauté, simplement à cause de l'activité comme ça des particules qui sont arrivées sur Terre. Donc ça peut avoir quand même une influence sur les communications. Quand il y a des événements majeurs, par exemple, les astronautes ne font pas de sortie dans l'espace, parce qu'ils reçoivent des particules chargées eux-mêmes, donc ils sont vraiment directement, eux, soumis à ça. Donc il y a des zones blindées dans les stations pour éviter ça. On les confine un petit peu pour éviter qu'ils reçoivent trop de particules chargées. Donc le phénomène qui peut se produire, oups, je pensais que l'animation allait se lancer. Ah, je suis désolé. Je pensais que j'avais fait une animation et elle ne veut pas se lancer. Bon. Ce qu'on appelle les flambées particulières, on la voit déjà démarrer ici, mais j'avais une animation, mais elle ne se lance pas, désolé, qui fait une flambée assez forte de particules chargées. Donc on les surveille en cachant le soleil, en regardant un petit peu plus en périphérie du soleil ce qui se passe, et on peut voir comme ça des énormes tempêtes de particules chargées qui peuvent être éjectées du soleil. Alors, est-ce que celle-là va se lancer? Voilà. Donc ça, c'est une animation qui représente ce que ça fait. De temps en temps, en fait, le champ magnétique, il y a ce qu'on appelle des boucles de champ magnétique qui se recombinent et qui éjectent comme ça un paquet de particules et qui arrivent sur Terre et qui après vont interagir avec le champ magnétique terrestre. Donc ça, c'était un des phénomènes dont vous avez clairement entendu parler. L'autre phénomène, vous voyez de quoi je parle? Quelque chose qui s'est passé en Espagne, au Portugal. Il y en a qui ont entendu parler. Alors non. Un bolide. Donc je vais reprendre un petit peu la terminologie d'ailleurs qui est très précise par rapport à tout ça. C'est un bolide, donc un objet très très lumineux qui a traversé le ciel du Portugal et c'est vraiment quelque chose, c'est très bleu, très très lumineux. Une couleur bleue de très haute intensité. Donc ça, maintenant, avec tous les gens qui ont des téléphones portables en permanence, des vidéos en permanence sur dans leur voiture, etc., on en a une quantité c'est très facile d'avoir plein de vues de ce phénomène. Donc, c'est un objet, un morceau, qu'on pense un morceau de comète, qui est tombé dans l'atmosphère et qui s'est désintégré dans l'atmosphère. Mais il n'a pas touché Terre. Donc, dans ces cas-là, on parle essentiellement de météores. Donc météore, normalement c'est un terme très générique qui veut inclure tous les phénomènes atmosphériques, y compris les aurores, d'accord? Mais dans le langage un peu plus courant, on parle de météore pour ce type de traînée lumineuse. C'est un objet qui va dans l'atmosphère et qui se désintègre, d'accord? Il fait une explosion un peu énergétique dans l'atmosphère, il se consume. Donc juste pour rappeler, parce que j'ai entendu le mot météorite, je ne sais pas si c'est par ici, voilà. Donc c'est pas la peine de pointer du doigt, hein, voilà. Donc météore, tout phénomène atmosphérique, c'est pour ça qu'on a la météorologie. C'est-à-dire qu'un arc-en-ciel, on peut considérer ça comme un météore dans cette définition-là, d'accord? C'est un phénomène atmosphérique qui apparaît. Mais généralement, on l'utilise pour tous les objets célestes lumineux, comme une étoile filante. Une très grosse étoile filante comme celle-ci, c'est un objet qui traverse le ciel qui devient extrêmement lumineux. On va appeler ça un bolide. Donc, une étoile filante beaucoup plus lumineuse. Mais les étoiles filantes ou les bolides, ça se désintègre dans l'atmosphère. OK. À la fin, si on appelle météorite, c'est quand l'objet va toucher le sol et qu'on peut voir un objet, une roche, qui peut ou pas faire un cratère. Hein, ça dépend de la force de l'impact à laquelle il arrive. Mais quand il touche le sol, là, on parle de météorite. Bon, voilà. C'est juste pour la petite définition. Pour revenir juste à ce bolide, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu donc des vidéos, vous avez peut-être vu celle-ci, que je trouve assez spectaculaire, si elle se lance, encore une fois, s'il veut bien, voilà. Où voilà, une personne qui se prenait directement en vidéo et on a ces éclairs très lumineux qui traversent tout le ciel. Donc c'était quand même assez impressionnant. Voilà. Donc au niveau de l'Espagne et du Portugal. Donc voilà un petit peu pour ces phénomènes atmosphériques. Je vais passer à l'actualité suivante. On va parler de la sonde Voyager 1. Donc la sonde Voyager 1, c'est une sonde qui avait été envoyée par la NASA. Elle était lancée en 1977. Donc ça fait déjà un moment, d'accord? Donc ça fait presque 50 ans qu'elle est partie. Et ce qui était intéressant, c'est que
cette sonde et sa sonde jumelle, donc il y avait Voyageur 1, Voyageur 2. Les deux sondes sont parties quasiment simultanément, ou enfin c'était vraiment par sécurité. Voyageur 2 a même été lancé avant Voyageur 1. Voilà, il y avait deux sondes jumelles. L'objectif, c'était d'aller explorer les planètes à l'extérieur du système solaire. C'était la première fois qu'on a eu des images très détaillées, parce qu'il y a eu des sondes qui étaient venues autour de Jupiter, par exemple, mais pour étudier Jupiter, Saturne et surtout Uranus et Neptune, avec Voyageur 2, il y avait eu un alignement. Alors on dirait, mais c'est pas du tout un alignement, mais d'un point de vue d'une sonde, c'est un alignement, c'est-à-dire qu'on peut trouver une orbite qui passait par toutes ces planètes, en ajustant un petit peu à chaque fois l'orbite pour que ça colle. Okay, donc à chaque passage, chacune des sondes a dévié un petit peu sa trajectoire de manière à tomber sur la planète suivante. Et on a pu comme ça explorer avec la même sonde 4 des planètes géantes du système solaire, les planètes extérieures. Donc nous-mêmes, on est vraiment concentrés dans ce qu'on appelle le système solaire intérieur, avec Mercure, la Terre, Vénus et Mars. D'accord. Pour aller à Jupiter, il faut vraiment faire déjà un gros saut et puis aller encore plus loin derrière pour Saturne, Uranus et Neptune. Voyageur 1 n'a survolé que Jupiter et Saturne. Et ces sondes avaient été, alors c'est de l'énergie nucléaire qui avait été mis dedans, c'était vraiment fait pour aller très rapidement, le plus vite possible, direct, mais ça veut dire qu'on va tellement vite qu'on peut pas freiner. Donc en fait, elles sont passées, elles font un survol, des images spectaculaires, mais c'était fini, d'accord? Après, on a été beaucoup plus intelligent dans le sens où on a essayé de trouver un moyen de se mettre en orbite autour de Jupiter, Saturne et de prendre des images. Ici, l'objectif, c'était un survol. Donc, il y a eu des très beaux survols de ces planètes-là. Après, les sondes sont parties. Elles ont été bien au-delà de l'orbite de Neptune, Voyageur 1 et Voyageur 2. Et à l'heure actuelle, en fait, la sonde Voyageur 1 continue de communiquer avec la Terre. Et alors, elle se trouve à 162 unités astronomiques. Alors, c'est un terme un peu barbare. Une unité astronomique, c'est la distance qu'il y a entre nous et le Soleil. Donc, vous multipliez ça par 162, ça veut dire que la sonde, elle est vraiment très, très, très loin par rapport aux dernières planètes du système solaire. Juste pour rappeler, Voyageur 1 nous a fait donc ces très belles observations. J'en ai pris quelques-unes. C'était une vue générale des vues générales de Jupiter. C'était la première fois avec Voyageur 1 qu'on a pu détecter ce qu'on appelle le volcanisme sur le satellite Io. Donc le satellite Io, c'est un satellite très proche de la planète Jupiter qui se fait constamment malmener à cause de la planète Jupiter qui est très proche. Du coup, il y a des effets de marée tellement forts, ça fait remuer un peu la croûte, disons, et ça déclenche du volcanisme. Vous voyez en fait une espèce de geyser qui jaillit de ce satellite. Et puis vous avez des vues très détaillées au moment du survol de la grande tache rouge. C'est un ouragan énorme qui traverse toute la planète. Alors c'était les fausses couleurs dans les années 80. Hein. C'était le choix des couleurs et d'époque. La trajectoire de Voyageur 1, si on la regarde en 3D, en fait, maintenant, après son survol de Saturne, elle est partie vraiment très à la verticale par rapport au plan du système solaire. La plupart des planètes sont dans un plan, d'accord? La Terre, le Soleil et toutes les planètes principales du système solaire. Et vous avez en fait 4 sondes qui ont été envoyées comme ça, qui ont fait des survols, Pioneer 10, Pioneer 11, Voyageur 1 et Voyageur 2. Et ces sondes, en fait, elles ont toutes maintenant, on pense, quitté le système solaire, dans le sens elles ont dépassé cette limite, ce qu'on appelle la limite de choc. C'est des limites qu'on définit pour dire, bon ben, on n'est plus sous l'influence du Soleil, on est sous l'influence extérieure des rayons cosmiques galactiques. Donc on a vu en fait un changement grâce aux instruments qui ont pu dire, ah, d'un seul coup, hop, il n'y a plus cette protection qu'on a du Soleil et donc tout ce qui est le champ magnétique du Soleil, et on commence à recevoir des particules chargées. Donc Voyageur 1, pourquoi je vous en parle? C'est parce que pour pouvoir qu'on continue à l'utiliser, on a éteint beaucoup des instruments. On sait qu'il n'y a rien à observer, donc toutes les caméras sont éteintes, on essaye d'économiser l'énergie. Il n'y a plus vraiment trop d'énergie, donc on essaye de garder un petit peu au moins le minimum pour communiquer. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ces instruments-là. L'étude des rayons cosmiques, les particules chargées, et il y a un magnétomètre. Donc c'est tout lié à ce que je vous ai dit, c'est le champ magnétique, les particules chargées. On étudie en fait l'espace, simplement, les particules qu'il y a dans l'espace.
aux confins du système solaire, bien au-delà des dernières planètes du système solaire, grâce à ces sondes. Donc, même si c'était pas ça qui était prévu au début, hein, c'était vraiment les planètes géantes, on continue, on essaye d'utiliser au maximum ces sondes. C'est les objets artificiels fabriqués par l'homme les plus lointains qu'on ait envoyés quelque part. D'accord ? En novembre 2023, on a commencé à perdre la communication sur toutes les données scientifiques de ces instruments et sur les informations de l'état de santé. Donc là, ça a commencé à devenir problématique. On s'est dit, ah, c'est certainement la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en avril, là, donc dans le mois dernier, ils ont réussi à comprendre qu'en fait, les messages qui étaient envoyés à la sonde, donc il y a une communication qui est très longue, hein, ça veut dire qu'il faut 2 jours pour avoir un aller-retour. Simplement à la vitesse de la lumière, d'accord, la sonde est à peu près 24 heures-lumière. Donc, il lui faut à peu près, je crois que c'est 50 heures pour faire l'aller-retour. Donc, vous envoyez un message, 2 jours après, la sonde dit « j'ai reçu ». Et donc, après, vous essayez de communiquer comme ça. C'est compliqué. Malgré tout, ils se sont rendus compte que la sonde recevait les messages, même si elle ne communiquait pas. Alors, il y a différentes manières de le voir, mais ils savaient que la sonde recevait le message. Et du coup, ils ont essayé de contourner. Ils se sont aperçus que c'était une partie de l'ordinateur de bord qui était défaillant. Donc, ils ont essayé de reprendre le code qui était perdu et de le copier ailleurs. Donc, c'est des vieux codes des années 70. Il faut imaginer, la sonde est partie en 79. Donc, on a essayé de mettre à jour, mais la mémoire du système est très limitée. Et ils ont réussi comme ça à récupérer au minimum déjà l'état de santé de la sonde. Donc, on se dit, si on commence à communiquer comme ça, il y a peut-être moyen d'aller plus loin. Et donc, ils vont essayer de continuer et d'arriver à relancer les instruments scientifiques et de récupérer les données. Les instruments, clairement, ils fonctionnent, mais c'est la communication et l'ordinateur de bord qui contrôlent tout ça. Alors, les autres aussi, hein, à ma connaissance, je n'ai pas refait le bilan. En tout cas, là, c'est juste parce que je vous parlais de Voyager 1 pour cet événement qui s'était produit en novembre et là, ils ont pu récupérer. Donc, c'était tout un travail. Donc, l'équipe était assez contente d'avoir pu récupérer ça. Mais que je sache, je crois au moins les sondes Pioneer continuent d'envoyer des données. Je ne sais plus sur Voyager 2, j'avoue. On reparle des planètes géantes du système solaire avec des très belles images qui nous ont été envoyées d'une sonde qui s'appelle Juno. Donc là, c'est vraiment un peu l'opposé par rapport à ce que je vous disais, une sonde qui fait un survol simple d'une planète. La sonde Juno, en fait, c'est une sonde, son nom l'indique, en fait, elle est dédiée à Jupiter. Hein. Juno, c'était la femme de Jupiter dans la mythologie. Donc, c'est une sonde qui est dédiée à l'étude de Jupiter et de ses satellites. Jupiter, c'est une planète qui a plein de petits satellites. Petits, ça reste quand même des objets très grands, typiquement de la taille de la Lune ou plus. Et ce qui est très intéressant sur le satellite Europe, c'est on sait que c'est un satellite essentiellement recouvert de glace. Il a une croûte glacée très importante. Et un des modèles principaux de ce satellite, pour expliquer cette croûte de glace et les formes qu'il y a dessus, c'est que la glace est en fait mobile. C'est en fait pas une croûte complètement rigide, que c'est un corps solide d'un bout à l'autre. C'est que cette croûte de glace se reposerait sur un océan liquide qui en fait le ferait un petit peu bouger au gré du temps. Et donc pour tester ces modèles, il faut des observations très détaillées de la glace. Et donc là, c'est ces observations-là qui nous sont données. Et je vous montre en fait une des observations les plus détaillées. Ce qui est intéressant de voir, c'est donc dans ces zones de glace, en fait, on peut essayer d'estimer les mouvements qui peuvent se produire. Et il semblerait que les derniers résultats et ces observations les plus détaillées permettent de confirmer que ils pensaient qu'il y avait ces mouvements de glace à certains endroits, mais il semblerait que les mouvements de glace soient partout, à la fois au pôle, à l'équateur, aux 2 pôles aussi du satellite. Donc ça confirmerait un modèle beaucoup plus global, qu'il y aurait vraiment un océan global sous la croûte glacée d'Europe. Pourquoi c'est intéressant derrière? C'est parce que qui dit océan dit peut-être conditions propices à la vie, cachées derrière un océan liquide sous la glace. Ce serait très difficile d'aller chercher ça. On parle de vie peut-être microbienne, bactérienne, que sais-je. Mais bon, voilà, c'était un petit peu cette idée-là qu'il y a derrière. C'est dans notre système solaire. Est-ce que s'il y a de l'eau liquide en grande profusion, il y aurait derrière des conditions propices à la vie? Je vais passer à l'actualité suivante et il s'agit d'une image mystère. Alors, la question est pour vous. Qu'est-ce qu'on regarde?
Et accessoirement, qui a pris la photo? Allez, vas-y. Une nébuleuse, très bien. Donc c'est quoi une nébuleuse? Donc une nébuleuse, c'est le nom qu'on donne en fait à un nuage de gaz. C'est une zone dans laquelle il y a un peu plus de gaz concentré dans l'espace. Ce qu'on appelle du milieu interstellaire, c'est que sur le gaz, c'est ce qui va donner après naissance aux étoiles. Donc une étoile comme le Soleil, c'est formé de gaz qui s'est vraiment concentré et chauffé de manière à faire briller l'étoile. Mais si vous avez des étoiles qui brillent, bah, le gaz environnant est illuminé et c'est ce qui se produit ici. Vous avez une étoile qui illumine du gaz. Et qui a pris la photo? Ouais. Ouais, c'est le télescope spatial James Webb, exactement. Alors ça, c'est pas forcément facile à le deviner tout de suite. C'est à peu près par le niveau de détail qu'on pourrait estimer. En fait, il y a d'autres petits objets que vous avez ici. En fait, si ça se trouve, on voit ici, ce sont d'autres galaxies qui sont très très loin. Et ici, en fait, c'est un nuage d'une nébuleuse. Voilà, c'est un morceau d'une nébuleuse qui est quelque chose d'assez connu pour l'astronomie amateur notamment. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Donc, l'image complète qu'a envoyé le télescope spatial James Webb, c'était pour vous montrer un petit peu le niveau de détail quand même, qui est assez spectaculaire. C'est ça qui est vraiment... On a l'impression de voir du coton hein, quand on voit ça. C'est vraiment quelque chose qui... Vous imaginez, ça flotte dans l'espace ou comme un nuage hein, dans l'atmosphère, mais c'est beaucoup plus ténu forcément ce qu'on regarde dans le ciel. Et ici, c'est une des étoiles qui va l'illuminer. En fait, c'est une nébuleuse sur Terre. Si vous la regardez, elle serait complètement noire. Ce qu'on appelle une nébuleuse sombre. Et donc, je vais dézoomer, mais je ne peux plus le faire avec le télescope spatial James Webb. Je vais le faire avec d'autres instruments pour vous montrer de quel objet il s'agit. Il s'agit d'une nébuleuse qui est très connue, qu'on appelle en astronomie amateur la nébuleuse de la tête de cheval, parce que ça a la forme en fait d'un cheval, qu'on dirait la tête d'un cheval d'échiquier, qu'on regarde sur le côté, comme ça. Sur Terre, si vous regardez cette nébuleuse, elle est vraiment noire. Avec un instrument comme Euclide, dont je vais parler après, vous avez une observation très très grand champ. Si vous zoomez dessus, le télescope spatial Hubble, il vous montre l'ensemble de la tête de cheval dans l'infrarouge. Alors, elle n'est pas complètement noire, elle est un peu rouge comme ça. Et le James Webb, il va encore plus loin dans l'infrarouge, il va encore plus loin dans le niveau de détail. Et en fait, il va étudier ces régions beaucoup plus précisément. Il n'a pas besoin de regarder l'ensemble de la nébuleuse. Ici, on regarde une nébuleuse qui est à peu près à 1300 années-lumière. Donc, on est bien sorti du système solaire. On reste dans notre banlieue galactique, disons. Ce sont des nébuleuses qui sont relativement proches de nous, mais dans notre galaxie, dans notre système d'étoiles. D'accord? Ces étoiles qu'on voit à côté, elles font partie de notre galaxie, la Voie lactée. Et donc, cette nébuleuse, elle est dans la constellation d'Orion. Si vous avez déjà regardé le ciel et voir la constellation d'Orion, donc elle est à côté d'une étoile très très brillante de la constellation d'Orion. Donc, le télescope James Webb, pourquoi il arrive à ce niveau de détail par rapport au télescope Hubble? C'est essentiellement grâce à la taille de son miroir. Donc, le télescope James Webb, il a été envoyé dans l'espace et il a un miroir qui fait 6,50 m de diamètre. Comparé au télescope Hubble, qui fait un peu moins de 2 mètres de diamètre, c'est beaucoup plus grand. Donc, à la fois, il peut collecter plus de lumière pour pouvoir zoomer, et puis, il arrive à une finesse de détail beaucoup plus importante. Donc, ça, c'est des phénomènes optiques qui montrent que dès que vous avez un plus grand miroir, vous avez un niveau de netteté beaucoup plus important. Si on revient à notre observation, pourquoi c'est vraiment intéressant? C'est surtout tout ce niveau de détail qu'il y a là. Quand on a vu ça, on a dit « Waouh, c'est vraiment spectaculaire ». Les bords aussi de cette nébuleuse. On voit le lien entre ce qui fait la frontière entre la nébuleuse et le milieu environnant, et surtout tous les processus qu'il y a derrière. En fait, cette image, c'est pas juste une image visible que vous pourriez faire, elle est faite dans l'infrarouge et dans des couleurs très très précises qui correspondent à des particules et des molécules en fait de chimie très complexes qui se produisent à l'intérieur de ces nébuleuses. Ce sont ce qu'on appelle des polycycliques aromatiques. C'est des particules qu'on voit sur Terre, notamment dans les gaz d'échappement. On va vous dire à quoi ça sert d'aller voir des gaz d'échappement dans l'univers. Eh bien, en fait, cette complexité moléculaire, on se dit que c'est aussi grâce à ça qu'on va, quand on va former le système solaire et d'autres systèmes stellaires, en fait, on a besoin d'avoir ces molécules-là qui vont peut-être initier
derrière des conditions pour former des planètes et la vie derrière, etc. Voilà, donc c'est toute une physique, une chimie très spécifique qui va se produire dans ce milieu, qu'on appelle le milieu interstellaire, et donc qui est très intéressant et qu'on a du mal quand même à reproduire sur Terre dans ces conditions, puisque les conditions de température et de pression sont extrêmes. Donc il fait extrêmement froid, hein. On parle de moins 270 degrés dans l'espace, typiquement. Donc c'est très très froid. Et surtout, le vide, il y a à peine quelques centaines de particules par centimètre cube, alors que sur Terre, ce serait énormément plus que ça. On ne pourra jamais atteindre ces niveaux-là avec les technologies actuelles sur Terre. Donc voilà pour cette actualité. Hop. Et je vais passer maintenant à le zoom qui était sur la mission Euclide. Donc la mission Euclide, c'est un autre observatoire. On a parlé du télescope James Webb. Et en fait, l'an dernier, on a envoyé un autre télescope qui s'appelle le télescope spatial Euclide, l'observatoire Euclide. Plutôt, on parle de mission Euclide parce que ce télescope, il a une mission très spécifique, c'est de cartographier tout le ciel. Okay. Là où le James Webb, vous avez vu, il zoomait, le télescope Euclide, il a un champ de vue très large. Il va pouvoir couvrir des très grandes surfaces de ciel. Et il a un niveau de détail qui est pas aussi proche que celui de Hubble, mais presque. D'accord? Donc il fait des images très détaillées et très grandes. Donc il a un très très grand capteur, des très grands capteurs qui permettent d'avoir un nombre de pixels énorme. L'objectif de la mission, donc ça c'était une vue, donc vous avez côté pile, côté face, d'accord? Donc vous voyez la taille du miroir, il fait 1,20 m. Donc c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, là où la mission, donc l'Agence spatiale européenne était aussi très impliquée dans le James Webb, était en co-organisation avec la NASA. Ici pour Euclide, c'est essentiellement l'Agence spatiale européenne à 95% qui a fabriqué cette mission, qui a mis en place cette mission. Pourquoi cartographier comme ça tout le ciel avec ce niveau de détail dans l'espace? L'objectif, c'est de faire des mesures très précises des positions, de recensement de galaxies dans l'univers pour étudier l'évolution de notre univers. Ce qu'on sait, c'est que si vous regardez des galaxies, donc on sort de notre galaxie, on va aller regarder des galaxies de plus en plus distantes, la lumière qui met beaucoup de temps pour venir de ces galaxies, elle va commencer à mettre des temps énormes, de l'ordre de plusieurs milliards d'années. Et donc Euclide va remonter comme ça 10 milliards d'années d'histoire de l'univers en allant étudier des galaxies qui vont de très très loin. Et ce qui est important, c'est qu'il va aller mesurer leur position et leur forme de manière très précise. Et grâce à ça, on va en déduire en fait l'histoire de l'expansion de l'univers. On sait maintenant depuis un peu plus d'un siècle que les galaxies, quand on les regarde, elles semblent s'éloigner de nous à très très grande vitesse. Et le fait qu'elles s'éloignent de nous, on l'interprète pas comme toutes les galaxies s'éloignent de nous, on se dit on a une position très particulière. Non, non, c'est que c'est vrai pour tout le monde. En fait, l'ensemble de l'univers est en expansion et du coup, toutes les galaxies s'éloignent les unes par rapport aux autres. Vous prenez n'importe quelle galaxie, elle va voir toutes les galaxies autour s'éloigner d'elle. Si on remonte le film en l'envers, ça veut dire qu'au tout début, tout le monde était serré les uns contre les autres. Et on arrive à un moment donné à ce qu'on appelle le Big Bang. C'est un moment où l'univers les objets étaient tellement denses, tellement proches qu'on a des conditions de température et de densité extrêmement fortes. Et on remonte ça à 13,8 milliards d'années. Ce qui est important, c'est que derrière, l'expansion, donc l'univers s'est étendu, ça s'est de plus en plus ralenti. Et puis au bout d'un moment, ça s'est remis à accélérer. Cette expansion s'est remise à s'accélérer à peu près il y a 5 milliards d'années. Et donc, Euclide a un petit peu deux missions dans la mission, c'est-à-dire étudier ce qui se passe ici, étudier ce qui se passe là, et les comparer. Et donc, derrière ça, il y a des questions sur pourquoi il y a cette accélération. Donc, il y a des modèles, par exemple, qui nous disent, pour pouvoir expliquer l'accélération, il fait qu'il y a une forme d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie sombre. C'est un modèle, pour l'instant, qui colle bien aux observations, mais pour l'instant, physiquement, l'interprétation est complètement floue, puisque on n'arrive pas à savoir pourquoi il y a cette énergie sombre et de quoi il s'agit exactement.
Donc pour ça, Euclide va recenser toutes les galaxies qu'il peut voir dans l'univers et étudier l'évolution des structures. Au début, les galaxies étaient réparties de manière un peu plus uniforme et elles se sont structurées. Donc c'est une boîte d'univers qu'on fait en simulation comme ça, qui vous montre qu'au départ, toutes les galaxies étaient à peu près réparties un petit peu partout. Et au fur et à mesure, vous avez des très grandes structures qui sont formées comme des amas de galaxies. Donc il va aller étudier ces structures-là. Et l'autre objectif, excusez-moi, il était beaucoup trop vite, hop, c'est d'étudier les formes des galaxies. Dès que vous avez une très grosse masse dans l'univers, on va avoir des effets de déformation qui vont se produire sur la forme des galaxies. Si vous regardez en moyenne une galaxie, elle va être très légèrement étirée. Et c'est ça que va mesurer Euclide. Et pour pouvoir faire ça, il a besoin des observations très très nettes, d'accord, pour pouvoir mesurer ce tout petit étirement des galaxies. Donc on a un télescope qui fait 2 tonnes 2, ok, dans l'ensemble de le satellite, d'accord. À l'intérieur, le télescope il fait 1,20 m. Et derrière, vous avez 3 instruments. Je ne vais pas détailler les instruments. Donc, vous avez des instruments visibles, infrarouges et des instruments qui servent pour le guidage. C'est assez classique comme configuration. Ce qui était important de voir par rapport au télescope précédent, c'est que en imagerie, donc, on cherche à mesurer la forme des galaxies et leur étirement, comme je vous disais, sur une image comme ça, avec très très peu de pixels. Et on arrive comme ça à le mesurer de manière très précise parce que la qualité optique du miroir notamment et la stabilité du miroir avec la température et tout ça sont vraiment très très sophistiqués. Ici c'est le type d'observation que va nous donner Euclide. Donc il a différents détecteurs, c'est pas un seul détecteur, on ne peut pas faire un seul détecteur qui fait tout. Donc c'est plusieurs détecteurs mis bout à bout qui prennent une seule image en même temps, ils sont synchronisés. Et vous voyez la comparaison avec la taille du télescope Hubble et la taille de l'instrument sur JWST qui s'appelle NIRCam, d'accord? Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Euclide, en fait, il peut voir la taille équivalente de la pleine lune en une seule observation. Donc, une fois que vous pouvez voir, vous imaginez sur le ciel la taille de la pleine lune, ça paraît petit, mais vous pouvez imaginer, vous pouvez cartographier quand même tout le ciel assez raisonnablement. Et c'est ce que va faire Euclide. Il ne va pas faire tout le ciel. Quand je vous ai dit tout le ciel, c'était un raccourci. Parce que ça l'intéresse pas d'aller regarder là où il y a ce qu'on appelle la Voie lactée, notre galaxie, qui va le gêner. Ici, vous avez sur le poster à votre droite une vue de la Voie lactée qui traverse tout le ciel. En fait, on est à l'intérieur du disque de notre Voie lactée. C'est ce que vous voyez aussi ici. Donc, il y a une grosse partie de notre ciel qui nous gêne parce que il y a beaucoup d'étoiles et ça sert à rien d'aller chercher des galaxies derrière parce qu'on est encombré. Okay, donc, on va laisser cette partie-là, on la met de côté. Et on va aussi mettre de côté cette partie-là, qu'on appelle l'écliptique. C'est en fait le plan du système solaire, là où vous avez toutes les planètes. Pourquoi? Parce que s'il y a des planètes autour du système solaire, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de poussière, d'astéroïdes, de météorites, etc. Et si vous regardez bien, ça fait une espèce de brouillard qu'on voit encore mieux avec Euclide en infrarouge et qui gêne également. Donc on a retiré cette partie-là, on a retiré toute cette partie-là. En gros, il nous reste ça, ça, ça et ça. Et il y a d'autres zones qu'on a enlevées parce qu'il y a des grosses galaxies comme celle-ci qui nous gênent un petit peu. Mais en gros, voilà, vous avez ces 4 régions que Euclide va observer. Il va les couvrir complètement sur une mission qui va durer 6 ans. Donc, il est parti l'an dernier. Il a démarré les opérations fin juillet et début août. Et maintenant, il commence un espèce de scan systématique. Il fait un pointé, un pointé, un pointé, un pointé, un pointé, un pointé. Donc, chacune de ces observations n'est pas intéressante en soi, d'accord? C'est vraiment avoir l'ensemble de toutes ces observations qui va nous être utile. C'est uniquement avec l'ensemble de tout ça qu'on peut avoir une vision globale dans l'univers et étudier les galaxies et leur évolution en fonction de la distance. Néanmoins, il a cette belle qualité d'image, il a ce grand champ de vue, donc il a fait quelques observations un petit peu spectaculaires pour montrer un petit peu ses capacités. C'est ce qu'on a appelé des ERO, Early Release Observations. On avait eu une première série en novembre 2023, et là vous reconnaissez la nébuleuse de la tête de cheval que je vous ai montré tout à l'heure, qui nous avait montré au mois de novembre. Donc des très belles galaxies, des amas de galaxies et des amas stellaires. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que hier, exactement, on a eu la deuxième série de RO qui ont été publiées. Donc c'est des observations, d'autres observations qui ont été faites, et je vais vous les détailler un petit peu.
Il se trouve que moi-même, j'ai été impliqué sur cette observation-là d'un amas de galaxies. Et donc voilà, donc je suis pas assez peu impliqué sur cette mission, mais j'ai une petite contribution sur cette observation-là. Voilà, donc il y a un article qui est sorti ce matin à ce sujet. Donc pour détailler un petit peu plus, là, voilà. Donc une nébuleuse, encore une nébuleuse dans Orion, mais c'est pas la même. Elle s'appelle M78, et là vous voyez vraiment les couleurs, le niveau de détail. C'est toujours très coloré, nébuleuse, parce que c'est rempli d'éléments chimiques assez complexes. Les étoiles donnent beaucoup d'énergie au gaz qui les environne ici. C'est une pouponnière d'étoiles où vous avez plein d'étoiles en train de se former. Et les étoiles qui naissent sont très énergétiques, elles font briller la nébuleuse. Et la nébuleuse, dès que vous avez du gaz qui reçoit de l'énergie, il va réagir et envoyer en fait généralement des couleurs très précises. Et donc, ça, suivant la composition chimique. Et vous avez de la poussière qui font ces espèces de structures ici. Donc tout ça, c'est très intéressant pour aller étudier en détail ce type de nébuleuse. Euclide regarde un petit peu dans l'infrarouge aussi, ce qui est important parce que sur Terre, on a du mal à faire ce type d'observation de manière aussi précise. Une galaxie proche, ici c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a d'une galaxie. Notre galaxie ressemble un peu à ça. C'est ce qu'on appelle une galaxie spirale. Vous avez une très grande concentration d'étoiles, plusieurs centaines de milliards d'étoiles, avec des bras spiraux, et donc ça structure, et on a l'impression que ça tourne comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que Euclide voit ça très en détail, et puis surtout, il a ce très grand champ de vue qui va permettre d'aller voir des petites galaxies satellites. En fait, c'est des compagnons de cette galaxie qui sont il y a certainement eu des courants d'étoiles qui ont rejoint ces deux galaxies, et du coup, avec ce champ de vue et cette sensibilité qu'il a, on va pouvoir étudier ces phénomènes, ces interactions qu'il y a entre galaxies. Des interactions entre galaxies, on en connaît. Ici, c'est une autre observation qui nous a donné, qui est un groupe de galaxies, donc plusieurs galaxies très proches les unes des autres. Et là encore, vous voyez en fait des phénomènes d'interaction. Donc les deux galaxies sont certainement déjà rencontrées, sont mélangées et sont retirées. Il y a une espèce de balai cosmique entre ces galaxies qui tournent les unes autour des autres. Alors, ça tourne pas à très grande vitesse par rapport à l'œil, c'est-à-dire qu'on les verra jamais bouger, mais on sait mesurer les vitesses et on se rend compte en fait qu'elles sont effectivement en train de se déplacer, même si on peut pas le voir visuellement. Après, par ordinateur, on peut reconstruire ça et voir pourquoi en fait ces deux galaxies sont mélangées. Ça nous permet de tester des modèles. Par exemple, notre galaxie a très certainement eu d'autres interactions à d'autres galaxies par le passé. Et enfin, deux dernières observations, ce qu'on appelle des amas de galaxies. Donc, c'est plus une galaxie ou deux galaxies, mais là, on parle de centaines de galaxies. Et ici, il y avait aussi une étoile très brillante qui montre la qualité d'observation d'Euclide. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que même si vous êtes juste à côté de cette étoile, c'est un phare, d'accord, qui vous illumine, vous voyez quand même plein de galaxies juste à côté. Ce que ne peut pas faire le télescope James Webb. Là, c'est parce que, en fait, la capacité d'Euclide, c'était de faire cette image très nette, très propre surtout, et de pouvoir exploiter au maximum tout le champ de vue qu'il a à sa disposition. Et le dernier, c'est celui sur lequel j'ai été impliqué. Vous avez un amas de galaxies au centre. Alors, malgré tous les écrans que je peux vous montrer, je pourrais jamais vous donner tous les pixels qu'il y a dans une image. Il faut en fait zoomer pour aller voir. Il faudrait le voir en fait en live. Je peux zoomer par contre, exactement. Donc, c'est la même image, mais imaginons j'ai zoomé. Donc, vous voyez la taille de l'image et j'ai zoomé au centre le niveau de détail que nous renvoie cet instrument. Et ce qui est intéressant de voir, donc ça, c'est plutôt mon sujet de recherche, c'est plutôt cette partie-là, très centrale, où vous avez en fait ces fameuses déformations de galaxies dont j'ai parlé. Elles sont à l'extrême, donc vous avez des galaxies tellement déformées que ça fait des grands arcs, comme ça. Je vais terminer sur une dernière actualité que j'ai trouvée assez sympathique. C'était je vais appeler ça le futur en construction. C'était une vidéo récente de l'Extremely Large Telescope. Après la conférence, vous aurez l'opportunité d'aller vous balader dans le parc et on va vous présenter les instruments qu'on fabrique ici. Et on fabrique en fait un instrument pour ce futur télescope qui est en train d'être construit au Chili, qui va faire 39 mètres de diamètre. C'est gigantesque. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette vidéo spectaculaire. Vous avez le dôme en construction
Et puis, c'est le ciel du Chili, le ciel du mont Amazonas ici. Et vous avez cette vue de la Voie lactée, un time-lapse où vous avez la Voie lactée qui se déplace à cause de la rotation de la Terre, d'accord, au cours d'une nuit, en même temps que le télescope et les grues qui sont en train de le construire. Voilà. Donc c'est vraiment gigantesque. C'est-à-dire que les télescopes actuels, ils font plutôt cette taille-là, les dômes qu'il y a actuellement au Chili, en comparaison. Donc quand vous êtes aux observatoires au Chili, vous voyez le dôme en train de se construire à l'autre côté de la montagne, sur la montagne en face. Et quand vous êtes là-bas, c'est vraiment spectaculaire, hein, pour vous dire là, le ciel. Donc ça, c'est la Lune, hein, c'est pas le Soleil. Simplement la Lune qui éblouit tellement que... Voilà. Mais le Soleil va se lever. Et c'était pour vous montrer une petite nuit sur le chantier de l'ELT en train de se construire. L'Extremely Large Telescope. Donc le futur télescope européen, et sur lequel le CRAL ici contribue en fabriquant une partie d'un instrument. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, place aux observations peut-être. Là, aucune garantie. Hein. Quand vous parlez du bolide tout à l'heure, Ouais. je voulais juste savoir si ça avait été prédit, si vous savez que ça allait arriver ou pas. Alors, c'est très, très difficile. Là, on parle d'un morceau de comète. Alors, je ne sais plus la taille, mais c'est pas le genre de choses qu'on arrive à repérer aussi facilement. Donc la bolide, ça se désintègre dans l'atmosphère, d'accord? C'est spectaculaire parce que ça brille beaucoup, mais on en a quand même assez constamment. Il se trouve que c'est une zone assez densément peuplée, enfin des pays quand même où il y a beaucoup de gens qui ont des caméras et des téléphones pour pouvoir prendre ça. Donc après, il y a eu des phénomènes beaucoup plus spectaculaires qui ont été vus ces dernières années. Il y en avait une notamment en Russie qui avait été spectaculaire. Là, il y avait vraiment l'onde de choc dans l'atmosphère. Quand la désintégration dans l'atmosphère, ça avait fait une onde de choc qui avait aussi perturbé et cassé pas mal de choses. Là, c'est pas le cas. Donc, ce type d'observation, on peut détecter des choses plus grosses que ça, celles qui vont typiquement arriver sur Terre et faire une météorite. C'est celles-là qui nous intéressent parce qu'elles feront le plus de dégâts. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une limite de distance pour communiquer avec une sonde? Moi, le voyageur 1 est super loin, mais est-ce qu'il y a une limite La limite, ce serait l'intensité du signal qui est envoyé. Donc après, vous pourrez dire, tant que la sonde envoie quelque chose, je construis une antenne de plus en plus grande jusqu'à temps que je... Et puis la précision à laquelle vous pouvez être sûr de pointer, il faut pointer au bon endroit. En fait, c'est surtout ça, être sûr de pointer exactement. Donc prédire la position de la sonde et la tenir, parce que si vous la perdez, faut la chercher. Donc après, il faut élargir et donc vous avez moins de sensibilité. Plus vous focalisez, plus vous êtes sensible en fait, et vous pouvez vraiment guider. Voilà. J'ai une question sur oui. Les photos prises sur les planètes spécifiques lointaines comme Jupiter, ouais. etc. C'est quoi l'intensité lumineuse réelle qu'on a là-bas? Parce qu'on voit des photos, on a l'impression que c'est comme la planète Terre, mais en fait ça fait une bande noire ou pas? Alors ça reflète beaucoup de la lumière solaire, d'accord? Donc oui, c'est plus faible, mais ça reste quand même relativement brillant. Et la quantité de lumière, par exemple, au fait sur un satellite, il reçoit le Soleil, mais il reçoit aussi Jupiter qui l'éclaire aussi effectivement, donc ça rajoute aussi pas mal de lumière. Donc c'est quand même assez lumineux. Oui. Par contre, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère enfin c'est brillant, mais vous voyez, même quand vous regardez le Soleil, en fait, le Soleil est extrêmement lumineux là-bas, mais c'est vraiment juste au niveau du Soleil lui-même, quoi. Il n'y a pas de diffusion, donc c'est pas comme si on était en plein jour directement, quoi. Vous voulez juste savoir où se trouvait le plus grand télescope du monde? Alors, actuellement, si on considère que le diamètre du télescope, c'est ce qui fait sa plus grande, c'est sa capacité, hein, ce que je vous ai dit. Le plus gros télescope au monde, c'est le Grand Tecan, qui fait 10,40 m, qui est aux îles Canaries. Après, en quantité de production scientifique, ah mince, je suis enregistré. Non, le Keck et le VLT, c'est des télescopes qui sont quasiment de la même taille, 9,80 m et 8 mètres, et ils ont une production scientifique beaucoup plus importante. On a 4 télescopes qui font 8,20 m de diamètre avec le Very Large Telescope et on peut dire qu'on a quand même des télescopes qui ont une... Et juste pour ajouter par rapport à ça, le télescope, c'est celui qui fait les plus grandes capacités. Ça donne un très grand potentiel. Après, il faut qu'il y ait le site qui soit très bon
parce qu'avoir un site très très bon, et donc les meilleurs sites, ça reste quand même les deux, Hawaï et le Chili. À Hawaï, vous avez le Keck télescope qui fait 9,80 m et au Chili, vous avez le Very Large Telescope qui fait 8,20 m. Vous en avez 4 VLT. Et derrière, le télescope, même son très grand miroir, il sert à collecter la lumière. C'est l'entonnoir à lumière. Mais ce qui compte derrière aussi, c'est la capacité des instruments à analyser cette lumière. Et là, ça fait vraiment toute la différence puisque chaque instrument est unique. Enfin, entre le Grand Écal, le Keck ou le VLT, vous avez des instruments complètement différents, complémentaires. Et puis ces instruments, si vous êtes dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, ils vont pas pouvoir observer les mêmes objets. Donc forcément, on répète jamais 2 fois le même instrument ou le même télescope. Les instruments que l'on fabrique ici vont servir à quoi sur le futur télescope? Alors, c'est des spectrographes. Nous, on est très spécialisés dans ce qu'on appelle les spectrographes. C'est des instruments qui vont permettre de disperser la lumière et mesurer son spectre. Donc en fait, on prend la lumière, on fait l'arc-en-ciel de la lumière et on va les regarder. Alors ça dépend des instruments, mais on en fait, en ce moment, on a un qui est envoyé, qui est prêt à partir au Chili, qui est, en ce moment, il est en Allemagne. Donc, on l'a envoyé l'an dernier et il est en train d'être testé en Allemagne avec tout le reste de l'instrument avant d'être envoyé au Chili. Et lui, il va faire des spectres de 2400 objets en même temps. Donc, on utilise des fibres optiques qu'on va mettre sur des galaxies, des étoiles, et on va faire en même temps 2400 objets. C'est ça son intérêt. Un autre qu'on est sur l'ELT, sur l'Extremely Large Telescope, il va faire de la spectroscopie d'objets très spécifiques en zoomant dessus, mais de manière très très détaillée. Donc plein de petits spectres très proches les uns des autres. Et ça, il va le faire dans l'infrarouge. Et ça, c'est vraiment aussi notre spécialité, c'est de faire plein de spectres aux mêmes endroits du ciel de manière très concentrée. Et moi-même, juste pour me faire de la pub, pour 2032, je prépare un nouvel instrument qui va être mis en place sur le Very Large Telescope, qui fait 8,20 m. Et lui, sa spécialité, c'est d'aller regarder dans le bleu et l'ultraviolet. Il s'appelle Blue Muse. Alors, c'est plein de choses qui est possible. Ça dépend, en fait, suivant l'expansion de l'univers, vous allez tomber sur des raies, des émissions différentes, des raies spectrales. Il y a des couleurs, donc il y a de l'oxygène, effectivement, mais il y a plein d'autres éléments chimiques. Par exemple, sur les comètes, on va chercher des raies de monoxyde de carbone et de cyanhydride, si je me souviens bien, qui vont aller dans la partie très bleue. Voilà. Donc, si on vous présente les instruments et on ne vous parle pas de Blue Muse, demandez Blue Muse.